réunion, appel nominal et absence motivée. Monsieur le directeur. Merci, Madame la Présidente. Chantal, est-ce qu'on est correct au niveau de l'enregistrement? C'est beau, parfait. Alors, au niveau des présences chez les membres chez les conseillers scolaires, il y a vous-même la présidente Chartrand. La vice-présidence Godbout, c'est une absence motivée pour célébrer son anniversaire. Le conseiller Blais est présent. Le conseiller Brideau, c'est une absence motivée. La conseillère Dufour-Séguin, la conseillère Grenier, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Petitpas, c'est une absence motivée. La conseillère Thibodeau, la conseillère Thibodeau, la conseillère élève Joseph, c'est une absence motivée. Et la conseillère Sibéras est présente. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Gagnon, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance Kozak, la surintendance Molo, le chef administratif Nguyen Van May. Nous allons accueillir tantôt la conseillère pédagogique Debbie Callan. Nous avons également parmi nous le conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, M. Lacroix, et l'agente aux affaires du service des relations corporatives, Mme Perron. La surintendance Magny est une absence motivée ce soir. Cela conclut l'assiduité, Mme la Présidente. Merci. 1.1, reconnaissance des territoires autochtones, M. Blais. Nous aimerions prendre un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Hurons-Wendat, les Anishinaabe et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci. 1.2, prière d'ouverture. Est-ce qu'il y aura des intentions pour ce soir autour de la table? Oui, conseillère Thibodeau. Oui, prière spéciale pour Suzanne Lamotte, une ancienne direction de notre conseil, maintenant à la retraite, qui vit à New Liskeard, mais qui est aux soins intensifs présentement avec des gros problèmes de santé. Donc, prière pour elle, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres intentions? Je ne vois pas, M. Blais. Merci. Certainement pour une de nos directions, Tony Gruber, qui lutte contre le cancer présentement. Nos homologues à Halton Catholic, qui ont perdu une élève de 13 ans cette semaine, et tous les familles affectées directement ou indirectement par la COVID. Merci. Donc, pour la prière, je vois M. Lacroix en ligne. M. Lacroix. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la semaine prochaine, nous célébrons la Semaine de l'éducation catholique en Ontario. Vous verrez l'horaire de la semaine élaboré par l'OPECO, la FOCSC et puis tous les partenaires en éducation catholique de langue française. Et puis chez nous, à mon avenir, c'est notre conseil scolaire, on a contribué beaucoup à la trousse qui a été partagée aux écoles partout en province. Donc, avec l'équipe de construction, du service de construction identitaire, on a fait plusieurs activités, préparé des activités pour les petits et les grands. Et donc, la semaine prochaine, ça s'adresse à tout le monde, de la maternelle et même de la prématernelle, je dirais, jusqu'aux membres de nos communautés chrétiennes qui seront invités à joindre aux différentes conférences, panels, événements qui auront lieu la semaine prochaine. Plus de détails demain. Donc, on cultive l'espérance. Parce qu'on sait que nos belles écoles catholiques, ce ne sont pas nécessairement des belles petites bulles parfaites, hein, parce que on ne pense pas tous pareil, on ne ressent pas les choses de la même manière, on ne réagit pas de la même manière, puis on n'est pas toujours tous d'accord. Comme ma petite de 5 ans, presque 5 ans ici. L'histoire de l'Église, que ce soit de l'Église récente, on le voit, et on le voit encore dans certaines de nos régions, chez nos frères et sœurs anglophones. Notre tradition catholique
en est une de diversité. Puis je n'utilise pas le mot diversité à la saveur d'aujourd'hui. Diversité des cultures, des classes sociales, des points de vue théologiques. Et puis, mon ami Brett Salkett dirait des charismes aussi, parce qu'on a plusieurs traditions. On a tradition de franciscaine, dominicaine, jésuite, vous connaissez ça. Et donc, la parole de Dieu aujourd'hui nous ramène à cette diversité dans l'unité. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Et c'est ça l'école catholique. C'est la possibilité de se rassembler, d'être ensemble autour d'un même Dieu que nous célébrons. Et puis, avec tout notre bagage, notre héritage, nos origines, nos points de vue, nos pensées, nos bobos aussi, je dirais. Et à la fin de tout ça, on le voit très bien, et c'est ce qu'on va célébrer la semaine prochaine. C'est que l'école catholique, ce n'est pas seulement pour nous. Oui, on est fiers puis on est privilégiés d'avoir ce droit à l'école catholique de langue française, mais c'est pour le bien de toute notre société où on est. Le pape François, dans sa dernière encyclique, le dit bien. Pour nous catholiques, il ne s'agit pas de vivre plus light. Hein? On dit, il y en a qui nous appellent des fois Catholic light, ou de cacher les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent différemment. Parce que plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres avec sa contribution spécifique. Donc, on est vraiment appelé à prendre notre place dans cette société où on est, à continuer de la prendre. Et c'est pour cela qu'on va prier ensemble. Et on répond, toi, notre espérance, écoute-nous. Pour que la diversité de nos communautés scolaires contribue à notre communion à Jésus, qui nous appelle à faire un avec Dieu, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour que nous sachions cultiver les racines de notre foi pour assurer sa transmission auprès de nos enfants et nos élèves, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour les familles frappées par la pandémie et ses nombreux impacts sur leur vie, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour vous tous et toutes, l'administration, conseillers, conseillères scolaires, gardiens et gardiennes de l'École catholique de langue française, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour Suzanne Lamotte, pour Tandy également, et pour tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour elle. Toi, notre espérance, écoute-nous. Seigneur, accueille nos intentions et demeure avec nous ce soir et tout au long de cette belle semaine que nous nous apprêtons à célébrer. Et comme toujours, viens nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été là pour ce lancement de la semaine de l'éducation catholique et merci également pour ta contribution à tout ce que le Conseil va contribuer à l'initiative. Je vais aller remercier ma fille pour son aide également. Ciao. Ciao. Merci. Bonne soirée. On va continuer. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Ma proposition est que le Conseil scolaire catholique Mont-Navire adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 avril 2021 sous la forme présentée.
Un proposeur, conseiller Papillon et appuyeur, conseiller Janssens. Monsieur le directeur? Pas d'ajout, à moins de questions, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur de cette proposition? En faveur? Contre? Adopté. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y aura des personnes autour de la table qui auront un conflit d'intérêt avec les sujets en public? Je ne vois pas. Continue numéro 4, séance à huis clos. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos à 18h42. Le proposeur, conseillère Thibodeau et appuyeur, j'ai vu Nathalie Dufour-Séguin. Merci. Tous en faveur? Contre? Adopté. Numéro 4.1, déclaration publique du Conseil. Merci, Madame Chantal. 5, audition des contribuables délégations. 5.1, présentation des services. Service de la programmation Comité d'éducation autochtone. Monsieur Blais. Merci. Alors, je regarde Chantal pour savoir si notre invitée, Mme Carlin, est dans la salle d'attente. Elle y était et elle a quitté, donc je vais lui écrire. Okay. Est-ce que je peux alors proposer une pause de 5 minutes et on revient avec Mme Carlin pour la présentation? OK, merci. Donc, on se retrouve à 19h27 minutes. Qui est la conseillère pédagogique et responsable pour l'éducation autochtone. Puis, non seulement est-ce qu'on l'accueille ce soir pour cette partie 2 à votre demande, mais on va également adresser le point 7 qui est le tableau des affaires découlant, parce qu'un des suivis qu'on s'était engagé à faire, c'était de vous parler justement du plan d'action et de l'évaluation des services. Donc, ça fait partie de la présentation à Debbie ce soir. Donc, Debbie, ça nous fait plaisir de t'accueillir à nouveau. Et je ne sais pas si c'est la surintendance Kozak qui met la table, mais on vous cède la parole. Je peux absolument commencer. Bonsoir à tous et merci pour l'introduction. Alors, je vais laisser Mme Carlin prendre la relève. Mais suite à sa dernière présentation, nous avons eu une rencontre au niveau du comité d'éducation autochtone. J'ai le plaisir d'être présente également et je me suis engagée à y être dans les réunions à venir. Et donc, on a de belles choses à partager avec vous ce soir. Alors, Debbie, je vous passe la parole. Oui, puis juste pour vous laisser savoir, le comité, parce que je parle souvent aux membres qui sont au comité, ils étaient très contents de voir qu'un membre du CA s'engage dans l'éducation des Premières Nations Métis-Inuits. Alors, c'est vraiment un succès, je pense aussi du fait qu'on a parlé de votre intérêt de savoir de qu'est-ce qui se passe. Avec l'éducation autochtone aussi. Ils étaient très fiers de ça, très reconnaissants. Et puis, on dirait que pour eux, c'est qu'on est en train de passer à une prochaine étape. En tout cas, je vais garder à ma présentation parce que je suis certaine que j'ai des minutes, right? Puis moi, je peux parler pour longtemps. Chantal, si tu peux juste projeter le... OK, alors, je pense qu'on a déjà dit le comité d'éducation autochtone, ce n'est plus un comité consultatif. Et puis, vraiment, le rôle, juste pour clarifier le rôle, c'est le comité qui élabore et qui révise le plan à chaque année. Aussi, comme on avait dit avec l'outil d'évaluation, ils vont aussi évaluer qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année et nous donner des pistes pour nous améliorer. Alors, pour la membrité du CA cette année,
Les membres de la communauté sont de Premières Nations, 6 Nations et Abenaki. Nation métisse de l'Ontario, on a un agent de liaison de la nation, 2 sénatrices, un membre de la communauté employé aussi de la nation. On a 2 parents Anishinaabe, un de York, un de Simcoe. Je pense qu'on pourrait possiblement aller plus loin, avoir des parents dans d'autres régions du Conseil, parce qu'auparavant, avant Zoom, on pensait d'avoir plusieurs comités, mais maintenant, avec la possibilité de le faire en Zoom, c'est peut-être quelque chose qu'on veut explorer. D'habitude, on invite toujours l'agent du ministère du Bureau des Autochtones, qui est Shirley Duquette-Lafortune, ou aussi parfois du ministère de l'Ontario. On n'a pas eu personne du ministère de l'Ontario pour longtemps, là, mais je me dis toujours qu'on a quelqu'un du ministère du Bureau des Autochtones, c'est bon. Et pour le personnel du conseil scolaire, alors on a surintendance de l'éducation, agent de liaison de Simcoe. Nous avons maintenant 2 élèves, Simcoe et Niagara. Je vais vous dire, on a fait une demande aux écoles secondaires pour trouver un élève. Et puis, j'ai eu 10 élèves qui ont fait demande pour faire partie de notre comité. En tout cas, je vais les rencontrer, on va en parler parce que peut-être ça va aller dans nos autres actions qu'on veut faire avec les élèves. 2 directions d'école, une de l'élémentaire, secondaire, 2 enseignants, un de Simcoe et un de Durham et moi-même. Alors, ça, c'est qui est sur le comité présentement. Alors, pour le plan d'action 2020-21, une des choses que, tu sais, je vous avais parlé de les activités, ce n'est pas des activités ponctuelles ou de popcorn. Ce n'est pas ça, l'inclusion de l'éducation. C'est vraiment d'avoir des activités d'apprentissage qui sont authentiques, qui sont reliées au programme cadre et aussi aux différents programmes. Alors, par exemple, si je vous donne un exemple, les écoles élémentaires ont participé à des activités d'apprentissage reliées aux études sociales avec Minecraft. Cette année, on a eu au-delà de 20 écoles qui ont participé. Il y avait un petit peu de problèmes technologiques, mais c'est correct. On a aussi des blocs de littératie où on a une artiste pédagogue autochtone qui est en train de faire des contes à l'oral avec les élèves. Ça, c'est à l'élémentaire. Au secondaire, pour les MHS, on a comme des certifications comme lutter contre l'oppression et devenir des alliés, qui est une certification qui va être obligatoire. Dans les programmes de l'IB, ça c'est juste pour vous donner des idées. Là. Dans le tronc commun, on a des élèves qui s'engagent à travers le tronc commun d'intégrer les perspectives autochtones. Ou un de nos défis de les années précédentes et encore cette année, c'est la reconnaissance des événements importants, dont le chandail orange et la semaine de reconnaissance des traités. Et puis, on dirait qu'on a encore un petit peu de difficulté à faire comprendre l'importance de ces événements-là avec les écoles. Et je pense que c'est important, tu sais, dans la culture autochtone, on ne veut pas imposer, puis je pense qu'il faut quand même garder cette vision-là de ne pas imposer, mais de faire embarquer les écoles dans ce processus-là de la réconciliation et de participation dans ces événements-là. Une des choses, un des succès, c'est la hausse de taux de participation aux formations. Quand on offre des formations, que ce soit les certifications qu'on offre et les formations, on a un taux complètement élevé. Avant, on chassait les gens pour venir à nos formations. Maintenant, on a trop de personnes qui veulent participer. Puis pas assez d'argent pour avoir tous ces gens-là. Là. Alors, c'est un petit peu ça la différence. Et puis, mais une des choses qu'on veut continuer à travailler à travers ces formations-là,
c'est de voir la raison d'être, de bâtir la capacité des écoles à inclure des activités d'apprentissage authentiques tout au long de l'année, pas juste comme j'ai dit avant, quelque chose que tu dois comme cocher sur ta boîte que tu as fait pendant l'année. Alors, c'est encore quelque chose, puis ça, c'est une mentalité, ça va prendre des années à changer, là, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne voie. Cette année aussi, c'est le nombre plus élevé de membres qu'on a de la communauté sur le CEA. Vous savez, un de nos mandats, c'est que les personnes parlent le français. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des personnes francophones autochtones sur notre comité, mais on dirait que ça s'en vient. On est capable d'avoir de plus en plus de gens là, qui sont francophones. C'est encore un défi aussi là, de continuer à trouver ces gens-là. Un de nos succès aussi, c'est la nouvelle directive administrative qui va sortir, qui va diriger les écoles dans les stratégies d'inclusion. Et puis, je pense, quand on regarde ça, c'est quand même le défi, c'est de vraiment appuyer nos écoles à être capables de faire la mise en œuvre. Alors, c'est vraiment le plan d'action de cette année. On était très occupés. C'est beaucoup, juste pour vous laisser savoir, là, je reçois au-delà de 50 courriels par jour de toutes sortes des élèves, des enseignants, des directions, demandant des questions que je trouve qui est excellent. En tout cas, j'aime ça. OK. Chantal, excuse, tu peux passer à la prochaine. OK. Alors, voici ce que le CEA recommande. Ils veulent définitivement avoir plus d'accompagnement pédagogique au palier élémentaire pour accroître la capacité des enseignants ou des membres du personnel au palier élémentaire. On a commencé un petit peu cette année des rencontres pédagogiques avec certaines écoles sur demande, mais je pense qu'il faut regarder à long terme de voir comment est-ce qu'on peut intégrer des formations au palier élémentaire. Encore, la reconnaissance des événements importants, dont le chandail orange, que les parents, c'est quelque chose qu'ils trouvent si on ne participe pas. Puis je pense qu'on l'a déjà vécu, ça, où on a eu des notes en disant pourquoi vous ne reconnaissez pas le chandail orange, là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de sensibiliser encore les écoles. L'autre chose aussi, étant donné nos écoles secondaires, c'est d'offrir les cours d'études de langue autochtone, pas langue autochtone, mais les cours qui font partie du programme cadre d'études autochtones. Alors, c'est de trouver différentes stratégies pour essayer d'intégrer ces cours-là. Et de aussi mousser l'intérêt des élèves à vouloir participer à ces cours-là. Langue autochtone, le défi, c'est vraiment de trouver quelqu'un de francophone qui parle la langue autochtone pour être capable de donner le cours. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille avec nos membres communautaires. Et Shirley Duquette-Lafortune aussi nous appuie à essayer de trouver quelqu'un pour être capable d'offrir les cours. Une autre chose, c'est la promotion de la voix des élèves. Alors, il a été décidé qu'on va avoir un conseil d'élèves de l'élémentaire et du secondaire composé des élèves autochtones du conseil. Je crois que c'est une demande en voyant aussi quand j'ai lancé l'invitation pour le CEA et toutes les réponses que j'ai eues des élèves, je vois vraiment que c'est quelque chose qu'on devrait avoir en marche l'année prochaine. Et puis aussi, un des gros souhaits du comité, c'était, oui, parler de le passé, qu'est-ce qui s'est passé, le traumatisme, mais pas juste rester pris sur ça, vraiment regarder les accomplissements puis les contributions positives des peuples autochtones. Alors, c'est quelque chose qu'on va travailler avec les écoles pour pas juste miser sur le génocide, mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec
que ça soit dans les différentes économies, les façons de faire en éducation, l'art, etc. Alors, on va regarder ou appuyer plus dans cette direction-là. OK, Chantal. Ouais. Alors, c'est ça pour les actions qui vont se poursuivre pour l'année prochaine suite à l'outil d'évaluation. C'est, comme je vous ai dit, le comité des élèves Premières Nations Métis-Inuits. Ce comité-là, ça va être en même temps, ça va être d'appuyer les élèves autochtones à connaître leur culture et leur tradition, parce que pas tous les élèves ont été exposés. Ou connaissent, c'est quelque chose qu'ils veulent approfondir. Ça va être formé de ces élèves-là, puis on va miser sur l'éducation. À venir aussi, c'est la semaine de reconnaissance des traités au mois de novembre, où on va distribuer les toiles et on va avoir une célébration cette semaine-là dans nos écoles pour la reconnaissance du territoire et la ceinture wampum du plat à la cuillère, l'unité de notre conseil. Et le sondage pour les parents, il est en ébauche présentement. Avec un des parents, on a regardé les thèmes. Puis les thèmes viennent vraiment de les Chiefs of Ontario et puis le People for Education. Mais c'est vraiment pour créer une communauté qui va accroître la capacité de l'école pour répondre aux besoins des élèves autochtones, mais d'inclure aussi d'avoir l'engagement des parents. C'est un petit peu, c'est ça nos grandes actions qui continuent pour l'année prochaine. Et je pense que c'est tout, hein, Chantal? Oui? OK. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Debbie? Aussi, Papillon. Merci. Merci, Mme Callen, pour cette présentation-là. Je vous félicite pour votre succès et votre agrandissement d'intérêt pour votre CEA, aussi j'ai juste deux questions. Concernant la langue, probablement parce que je m'y connais rien. Est-ce qu'il y a une langue commune quand vous parlez qu'il y aurait peut-être une langue enseignée ou ce serait des divers dialectes dépendant de la disponibilité d'un personnel? Pour nous, là, pour nous, ça serait plutôt le Anishinaabe, qui serait le Ojibwe, et puis le Mohawk, à cause des territoires où nous sommes. Tu pourrais offrir d'autres cours comme le Mi'kmaq, tout ça, mais vraiment, si tu veux garder avec les traditions locales de la région, ça serait les deux langues, là, on va dire, privilégiées. Okay. Donc au plus gros d'une province, donc ça dépend du territoire, effectivement, si on parle de plus gros contexte géographique. Oui, puis, tu sais, comme il y a plus de possibilités aussi d'avoir la langue Ojibwe dans nos écoles à cause de les gens qui se retrouvent sur le territoire. OK. Merci. Ma deuxième question, c'est que vous parlez de l'initiative en tout et de l'intention de ne pas imposer et tout, que j'ai bien aimé. Mais vous avez parlé, je crois, dans vos formations d'oppression et d'alliés, que ce serait comme une affaire mandatoire dans vos formations. Avec l'intention de ne pas imposer, puis tout ça, je voulais juste, pouvez-vous clarifier, parce que les deux déclarations me semblent un peu contradictoires, là. Ça fait que je voulais juste, si vous pouvez oui. OK, le programme MHS, les élèves doivent, il y a des composantes obligatoires que les élèves doivent suivre. Alors, le programme MHS, c'est la majeure haute spécialisation dans différents secteurs. Nous, on a le secteur de santé, construction, on a sport,
technologie des informations, communications. Et puis, le ministère de l'Éducation exige que les élèves font certaines certifications. Une des certifications qui est mandatée, qui va être mandatée là, dans les prochaines années à venir, c'est une formation de lutter contre l'oppression et devenir des alliés, ainsi que prévention des infections. C'est les deux nouvelles qui le ministère va dire que c'est obligatoire. Alors, ce n'est pas nécessairement nous, c'est le programme du ministère qui exige que les élèves passent à travers ces certifications-là. Et juste pour te laisser savoir, cette formation-là, on l'a laissé au choix aussi aux écoles, s'ils étaient intéressés, même si les élèves ne faisaient pas partie de la MHS. Et on a plusieurs écoles qui ont fait demande, même si ce n'est pas obligatoire. Là. Mais comme je te dis, c'est obligatoire pour la MHS. Est-ce que ça répond à la question? Oui, quand j'ai entendu deux déclarations qui me semblaient contradictoires. Là, donc, je voulais juste avoir un peu de clarification là-dessus. Merci beaucoup, puis félicitations pour votre succès encore une fois, puis bon succès. Merci. Merci, M. Papillon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Conseiller Janssen. Oui, merci beaucoup. Debbie, tout au début, tu as dit que le comité n'est pas un comité statutaire. Donc, si je comprends bien, c'est un comité qui a été créé à l'intérieur de notre conseil pour répondre à la question de la réconciliation, etc. Est-ce que je comprends bien que tous les membres qui sont présentement à ce comité, est-ce que ce sont tous des membres des communautés autochtones, ou bien est-ce qu'il y a un lien aussi avec la communauté blanche, si je peux dire? Oui. Et est-ce qu'il y a... moi, je trouve ça un peu, je veux dire, étrange qu'il n'y ait pas quelqu'un de la table qui est à ce comité, de la table politique. C'est pas notre comité, c'est pas notre comité, mais quand on a suivi la formation, j'ai bien compris qu'il y a certains conseils scolaires qui ont commencé ce genre de comité parce qu'il y avait des membres autochtones qui sont comme conseils scolaires. J'ai trouvé ça intéressant de savoir si à notre table, on pourrait désigner quelqu'un pour être le lien. Parce que je suppose qu'à un certain moment donné, on va vouloir, vous aimeriez faire des rapports plus fréquents pour nous informer de vos progrès. Certainement, on peut avoir un membre des conseillers scolaires qui est impliqué. Il n'y a pas de problème. En effet, sur les conseils anglophones, je crois que c'est mandaté à cause du nombre d'élèves qu'il y a dans le conseil. C'est juste parce que nous, on est des plus petits conseils. Ce n'est pas mandaté, mais c'est certain que si quelqu'un voulait se joindre, il n'y a pas de problème. Puis quand on a établi avec le CA, je pense que c'était en 2012 ou 2013, quand on a établi la membriété, on n'avait pas inclus un conseiller scolaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir un conseiller scolaire ou une conseillère scolaire sur le comité. Merci. Donc, c'est une discussion que tu pourrais amener dans une autre réunion dans le futur, M. Janssen. S'il y a un intérêt pour ça, pour voir si on peut créer ce poste ou ce lien avec le comité. Oui, non, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est à réfléchir. Oui, merci. Entre-temps, ça va nous donner la chance, peut-être au niveau de la surintendance et de Debbie, d'aller voir les pratiques dans les autres conseils de langue française, puis de vérifier quelle était l'intention, justement, là, d'inclure dans certains cas des conseillers et dans d'autres non, mais définitivement une discussion à avoir. Oui, merci. Oui, je connais 2 conseils, Ottawa et Grande-Rivière, je crois, mais quand des conseillers scolaires comme Colette Stitt
et Isabelle Charbonneau qui ont siégé sur le comité provincial. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt dans la région parce qu'il y avait plus de nombre identifié d'Autochtones dans leur conseil aussi. Donc, c'est une pratique qui était mise en place dans 2 ou 3 conseils que je connais. Oui, conseillère Thibodeau. Je n'ai pas compris la réponse à la question. Est-ce que tous les membres du comité font partie de la nation autochtone métisse ou inuit? Ils ont tous un lien à une de ces communautés-là? Il y a les membres de la communauté, oui, ils viennent tous de différentes nations. Et il y a dans les membres du personnel, il y a des personnes qui ne sont pas autochtones. Okay. Bien, ils sont actifs dans leur communauté ou sont simplement d'origine métisse, inuit? Non, non, ils sont actifs. Tous actifs. C'est tous des gens qui travaillent dans la communauté, soit qui travaillent avec des jeunes ou qui travaillent avec des organisations. Pardon, je voulais dire les membres comme les élèves et les membres du personnel du comité. Là. Je comprends très bien les représentants, mais les membres du personnel, est-ce qu'ils ont besoin d'être identifiés comme faisant partie d'une de ces communautés? Non. Non. Puis c'est un beau mélange. Là. Il y en a des membres du personnel qui sont autochtones, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, ça fait... parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même, quand on parle de vérité et réconciliation, c'est un travail pas juste pour les peuples autochtones, mais les peuples non autochtones. Alors, c'est un travail qui se fait ensemble. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Debbie? Oui. Je crois qu'Annelle avait une question tantôt. Ça va maintenant. Merci. Mais j'ai vu Gina, oui. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voulais simplement ajouter la réponse des membres du personnel, puis Debbie, tu pourras confirmer le chiffre exact, mais dans notre lancement du cours modulaire des 4 saisons de la réconciliation auprès de tous nos membres du personnel, je crois qu'on était au-delà de 150 membres du personnel scolaire et autres également, d'autres membres du personnel qui se sont inscrites à la formation. Donc, c'est une formation qui se donne en ligne avec l'Université des Premières Nations et c'est quelque chose que nous allons continuer à promouvoir dans le système dans les 2 prochaines années pour en effet chercher cette éducation commune par rapport aux personnes qui s'identifient comme autochtones et également les personnes non autochtones. Debbie, est-ce que c'est environ dans les 150 toujours? Ben, c'était 175. Puis là, j'ai beaucoup d'intérêt pour la prochaine session. Les personnes, soit qui avaient manqué le courriel, ou puis je pense, on a trouvé une stratégie, Gina, pour aller chercher plus de gens parce qu'ils veulent participer à cette certification-là. Puis beaucoup de beaux commentaires aussi, juste pour vous laisser savoir, les gens qui ont passé les modules ont dit qu'ils ont beaucoup appris. J'ai eu comme plein de choses là, que ça a éveillé certaines personnes dans leur approche. Là. Okay, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Je ne vois pas. Donc, M. Blais? Merci, Debbie, infiniment pour le travail que tu fais, ta passion au niveau de l'éducation autochtone et toutes les informations pertinentes et intéressantes que tu as partagées avec nous, pas juste ce soir, mais lors de ta dernière présence. On apprécie grandement. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, là, Chi-Miigwech, gros merci d'être intéressé à tout ça. Là. Pour moi, ça me donne de continuer là, parce que ce n'est pas toujours facile. Là, je vous remercie d'avoir votre soutien dans tout ça. Merci à toi. Bon courage. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. OK, donc on continue. Numéro 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 31 mars 2021.
Et la motion est que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 31 mars 2021 sous la forme présentée. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Thibodeau et appuyé par conseiller Jensens. Merci. Question, Monsieur Blais. Pas d'ajout à moins de questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour ce point? En faveur? Contre? Adopté. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil, c'est le tableau qui se trouve à la page 38. Monsieur Blais. C'est bien ça, la page 38. Et comme j'ai indiqué en introduisant Mme Callan, cet élément-là sera retiré parce qu'on s'était engagé à vous revenir avec le plan d'action, l'évaluation du plan d'action et des services. Et c'est ce qu'elle a présenté ce soir. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Je ne vois pas, donc on continue. Numéro 8, affaires différées, sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 28 avril 2021. L'émotion est que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du Conseil du 28 avril 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseiller Papillon. Et appuyé par, conseillère Grenier. Merci. Monsieur le directeur. Pas d'ajout à moins de questions? Questions? Je ne vois pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. Contre? Adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Le rapport se trouve à la page 39. Réunion du comité de travail du 14 avril 2021. C'est le rapport EDU 0404-2021, calendrier scolaire 2021-2022. Et que le Conseil approuve le calendrier scolaire 2021-2022 tel que présenté dans le rapport EDU 0404-2021 intitulé « Rapport sur le calendrier scolaire 2021-2022 conditionnel à l'approbation du ministère de l'Éducation. » Un proposeur. Conseillère Thibodeau. Et j'ai vu appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. En l'absence de la surintendance Magny, on vous rappelle que c'est un calendrier modifié parce qu'on commence le 31 août dans le calendrier qui est proposé. Et on vous rappelle également que puisque c'est un calendrier modifié, nous devons le soumettre au ministère de l'Éducation avant le 7 mai. On vous rappelle qu'on vous avait dit lors de la présentation que le ministère ne s'était toujours pas prononcé officiellement sur le nombre de journées pédagogiques qu'on devait avoir en début d'année. Ils espèrent pouvoir nous transmettre ces informations-là le 3 mai. Donc, vous voyez les défis au niveau des échéanciers et nous ne sommes toujours pas conscients du contenu proposé pour ces journées pédagogiques-là. Donc, de façon proactive, nous sommes allés avec le nombre maximal de journées qui avait été proposé, qui est 3 avant la rentrée pour assurer qu'on ait le temps de couvrir la matière qui nous sera proposée la semaine prochaine si tout va bien. Alors, si vous avez des questions, il me fera plaisir. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. Contre? Adopté. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1. Rapport CDA 0504-2021, comité d'admission. Le rapport se trouve à la page 40 de votre trousse. Monsieur Blais. Merci. On va céder la parole à la surintendance Iskander. Donc, tout simplement, on continue de faire les comités d'admission. Il y a encore des admissions pour cette année scolaire et on fait les admissions pour la prochaine année scolaire 21-22.
si vous avez des questions, il me fait plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Conseiller Jensen. Merci. Au niveau, pas aux questions au niveau des comités, mais au niveau des effectifs. On a perdu 75 élèves en 6 mois. Ça veut dire qu'on a perdu tout cet argent en plus dans notre budget. Je vais laisser M. Chin répondre. Cette année, exceptionnellement, justement à cause des pertes d'effectifs dans l'ensemble du secteur de l'éducation, au budget révisé, le ministère de l'Éducation a décidé de garder au même niveau les effectifs qui ont été établis au budget adopté. Alors, ils financent la différence. Alors, pour cette année, ça ne fait pas de différence. Statistiquement parlant, on perd toujours des élèves en octobre et mars, surtout au niveau du secondaire. Parce qu'il y a peut-être des élèves qui manquent un crédit, qui manquent 2 crédits, qui vont faire peut-être un semestre. Ensuite, ils vont quitter au 31 mars. Ils ne sont plus dans notre système. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres questions? Donc, tous en faveur pour ce point? Attends. Non, excuse, pas de vote. Je m'excuse. Continue. 10.2, rapport DIR 0904-2021, élection des élèves conseillers scolaires 2021-2022. La proposition est que le Conseil approuve la nomination des 2 élèves conseillers pour un mandat d'1 an en débutant le 1er août 2021 et se terminant le 31 juillet 2022 selon le rapport DIR 0904-2021, élection des élèves conseillers 2021-2022. Un proposeur. Conseillère Thibodeau. Et un appuyeur. Conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Merci. Michael, est-ce que tu voudrais présenter le rapport ou tu aimerais que je le fasse? Ça va. Donc, je vais juste rapidement dire qu'il y a eu des élections tenues le 15 avril. Voyons. Le 20 avril, excusez-moi. Merci à Chantal Perron et à Virginie Auger qui ont organisé la présence des élèves et le processus des élections. Il y a eu 6 candidatures. Ce fut très intéressant au niveau du calibre de chacun des candidats. Madame Chatran était présente, Monsieur Blais était présent et ainsi que les 2 surintendances du palier secondaire. Et après une période d'élection, il y a 2 candidates qui ont été retenues. Ce sont 2 élèves de 11e année, Sandra Kimzang et Audrey Lemire, qui seront les prochaines élèves conseillères à la table du conseil. Est-ce que tu peux juste nous préciser l'école des 2 filles? Oui, alors les écoles, elles viennent de Sainte-Famille. Sandra est de Sainte-Famille, Sandra Kimzang, et Audrey Lemire est de Sainte-Trinité. Merci. Et comme elle a mentionné, j'ai eu la chance de participer pendant tout le processus et c'était pas facile pour les élèves. Il y avait au moins 6 excellents candidats. Pendant la période d'élection pour la 2e personne, il y avait 4 ou 5 votes, je me souviens, parce que c'était tellement difficile de choisir la 2e personne. Donc, félicitations à Annelle et Sophia pour beaucoup de travail pendant les élections et leur présentation. Merci. Donc, j'ai vu, il y avait une question. Conseiller Jensen. Oui, Madame la Présidente, j'ai un problème avec la motion. Je voudrais proposer un amendement parce que moi, je voudrais qu'on dise que le Conseil entérine l'élection des 2 élèves conseillères, les nommer par leur nom pour un mandat d'1 an, parce que là, c'est très vague.
parce que les deux, je suis sûr, aimeraient bien voir leur nom mentionné dans le procès-verbal. Alors, moi, c'est ma proposition d'amendement. Entériner l'élection des deux élèves et puis les nommer Sandra Kenzang et Audrey Lemire. Est-ce que je peux... conseillère. Oui. Madame Perron. Vous allez voir que la motion qu'il y a dans le rapport comprend le nom des deux élèves conseillères qui ont été élus et non, ça n'a pas été mis dans l'ordre du jour qui était publié parce qu'on ne voulait pas annoncer le nom des deux élèves avant que ce soit entériné par vous ce soir. Donc, on vous invite à voir le rapport qui est à la page 45 et on va s'assurer dans le procès verbal là, de mettre celui qui se retrouve à la page 45. Mais il y a quand même encore un problème avec approuver la nomination. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Si on entérine leur élection, je crois que c'est plus correct de dire ça dans la motion du procès verbal de la mesure. Si personne qui m'appuie, je m'en tire, mais je crois que c'est plus correct de le dire comme ça. C'est la motion que nous avons toujours utilisée, mais s'il y a si le conseiller Jensen a des appuyeurs, on peut certainement modifier la recommandation. Est-ce que, Chantal, j'ai bien compris la raison qu'on n'a pas mis les noms dans l'ordre du jour? C'est ça va être annoncé dans les écoles demain? C'est exact. Oui, merci. Donc, est-ce qu'il y avait un appui? Oui, conseillère Dufour, c'est bien. Je veux juste savoir, est-ce qu'on parle, je m'excuse, il y a de la musique ici. J'ai perdu le contrôle. Est-ce qu'on parle est-ce que le conseiller Jensen propose on comprend que les noms ils vont être ajoutés après, mais est-ce que c'est le mot nomination? On approuve la nomination? Est-ce que c'est ça qui dérange? Dans ce cas-là, je comprends. Moi, je préférerais qu'on entérine l'élection. On approuve rien du tout, on entérine. Ça a été fait, c'est fait. C'est une chose qui a été décidée par les élèves. Donc, le conseil entérine cette élection. Ça, c'est mon point. Il y a une différence entre approuver et entériner. Mais c'est le conseil qui approuve les nominations. Est-ce que j'ai bien compris, Chantal et M. Blais? C'est ma compréhension. C'est la raison, je pense, pour laquelle c'est écrit de cette façon. Mais je comprends le point qui est apporté par le conseiller Jensen. Les élèves ont voté et le conseil essentiellement entérine. Mais vous avez, dans le cadre de vos fonctions, la responsabilité d'approuver également la nomination. Donc, c'est en lien avec les autres problèmes qu'on a eus dans la région de Halton avec les nominations et le processus d'élection des élèves conseillers scolaires qui ne sont pas catholiques. Donc, je sais que ça, c'est un autre enjeu un grand défi dans la région de Sitio-Halton qui est dans les médias souvent. J'ai vu M. Papillon, conseiller Papillon. J'appuie la proposition de M. Jensen. Que le conseil entérine la nomination de... Entérine l'élection. L'élection. C'est ça que j'avais proposé. Donc, c'est un amendement proposé par Dominique Jensen et appuyé par Maxime Papillon. Discussion? Pas de discussion. Donc, on va voter sur... Chantal, est-ce qu'on doit voter sur la motion originale avant? On vote sur l'amendement en premier et ensuite sur la motion principale. Parfait, merci. Oui. Que le conseil entérine l'élection des deux élèves conseillers scolaires. Donc, qui est en faveur pour cette modification? Contre?
J'ai pas vu M. Blair, conseiller Blair. OK. Donc l'amendement est adopté. Adopté. Et maintenant, la motion qui se lirait que le Conseil entérine l'élection de. Je ne la lirai pas tous pour nommer les élèves. Sandra puis Audrey. C'était proposé par Joanne Thibodeau et appuyé par Max Papillon. Oui. Oui. Non, ça c'est l'ancienne. Donc, ça va être que le conseil approuve la nomination des 2 élèves. Donc, on vote en faveur, contre. Tout le monde est contre pour la première motion. Contre? Oui. Vous m'avez perdu, là. Oui, moi aussi. Non, Chantal, juste pour clarification, oui. Donc l'amendement a été adopté. Adopté. On n'a pas besoin. Il faut changer les proposeurs puis appuyeurs de la motion originale? Est-ce qu'on peut retirer la motion originale? Bien, vous allez voter. La motion originale est modifiée avec les... Oui. On a enlevé les mots « approuve la nomination » pour les remplacer avec « entérine l'élection de ». Et si les proposeurs et les appuyeurs acceptent de laisser leur nom là, on peut passer au vote, Chantal? Tout à fait. Merci. Oui. Donc, est-ce que la conseillère Thibodeau, vous acceptez d'être proposeur de la modification? La modification? Oui. Oui, certainement. Oui. Parfait. Monsieur Papillon? La modification? Vous appuyez la motion modifiée? Oui, parce que j'étais aussi l'appuyeur pour la modification. Oui. Parfait. Okay. Donc, vous avez l'accord de tout le monde, Madame la Présidente, donc vous pouvez passer au vote. Oui, on vote sur la modification qui était changée, la motion qui était changée, que le Conseil approuve, entérine l'élection des 2 élèves conseillers scolaires, Sandra Kemzak et Audrey Lemire, pour un mandat d'1 an. C'est bien ça? OK. Merci. Donc, tous en faveur. Contre. Adopté. Merci. Affaires courantes. 11.1, la FOCSC. 11.1.1, l'AGA du 15 mai 2021. Donc, juste un rappel que les inscriptions sont encore en vigueur. Je sais que nous avons 4 personnes inscrites au moment. Donc, s'il vous plaît, faites vos inscriptions si vous serez en place avec nous pour votre AGA provincial le 15 mai de 9h30 à midi. On attend toujours la participation de ministre Lecce. Le matin, il y aura une présentation par Ginette Plourde et après ça, l'AGA entre 10h30 et midi. Donc, veuillez compléter votre inscription, s'il vous plaît. Et l'autre, 11.1.2, c'est la semaine de l'éducation catholique. Donc, aujourd'hui, vous avez tous et toutes reçu un courriel pour la formation disponible la semaine prochaine pour les conseillers scolaires. Vous avez eu les renseignements dans un rapport en février et mars. Donc, référez à votre courriel envoyé par la FOCSC aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas, donc on continue. 12 présentations sans objet. 13 comptes rendus mensuels des membres du Conseil. Le rapport de la présidence se trouve à la page 46. Et vous voyez que les discussions avec les ministres chaque semaine continuent. On a partagé des points importants en huis clos. La seule chose que j'avais ajoutée, c'était le 26 avril 2021, la ministre Mona Fortier. J'ai partagé ma question qui était
une bonne discussion avec le ministre Fortier en ce qui traite les engagements avec les infrastructures. Elle est très au courant, comme vous saviez, des dossiers des francophones, des installations aux besoins dans la province de l'Ontario. Elle avait aussi promis de continuer d'avoir des discussions avec le ministre Joly et le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Donc, c'était une bonne discussion avec elle la semaine passée. Et ce matin, il y a eu une autre session avec Sam Oosterhoff et le ministre Chow, les deux adjointes en finance. Donc, ma question pour eux autres, c'était le plan des IMO pour la province et les résultats de son Red Tape comité provincial. Donc, il croit que vos mesures en place vont assurer une meilleure approbation des projets dans la province dans le futur. Donc, on va voir si les changements en fait a eu un impact. Merci, c'était tout pour moi. Est-ce qu'il y avait des conseils scolaires à partager? Conseiller Janssens. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai vu qu'on était plusieurs conseillers scolaires à un webinaire qui avait été organisé par la FO le 21 avril, donc la semaine passée, où ils avaient invité la ministre Joly et deux autres députés, Marie-France Lalonde, qui était l'ancienne ministre des Affaires francophones de l'Ontario, et un député du Nord, Marc Serré, que je ne connaissais pas. Mais l'idée de ce webinaire, c'était pour donner à Mme Joly l'occasion de présenter un petit peu les grosses lignes du budget qui venait de sortir, le budget fédéral et tous les argents qu'ils avaient promis pour les francophones. Ils ont parlé de l'Université de l'Ontario français, ils ont parlé des infrastructures dans les centres communautaires, ils ont parlé du problème de l'Université de Laurentienne et de l'Université de Sudbury et tout ça. J'en ai quand même profité. Moi, j'étais là plutôt comme représentant une des petites associations membres de la FO, mais j'ai quand même mis mon chapeau de conseiller scolaire quand on nous a donné la chance de poser des questions dans les petits sous-groupes à Mme Joly, puis pour savoir, parce que soi-disant, si j'avais compris ce qui était dans le budget, c'était qu'ils allaient donner un gros montant d'argent pour l'éducation d'immersion en français. Il n'y avait rien dans le budget au sujet de nouvel argent pour l'éducation français langue première à travers le pays et surtout en Ontario. Mais elle m'a répondu que c'était déjà une promesse qu'ils avaient faite dans le budget de 2019 et qu'une annonce allait être faite incessamment pour donner le support de 40 millions dans les écoles de langue française et le continuum de la petite enfance jusqu'au post-secondaire. Je croyais que c'était une annonce qui avait été faite la semaine passée, mais quand j'ai lu ce qu'il y avait dans les journaux, ils ont l'air de se lancer la balle, le provincial et le fédéral, au sujet de la Laurentienne, et que l'argent qu'ils ont promis il y a 2 ans, soi-disant, Mme Joly a l'air de dire maintenant que ça pourrait être utilisé pour subventionner le problème de la Laurentienne, alors que ça n'adresserait aucun de nos problèmes de pénurie d'enseignants, etc., les écoles équivalentes. Alors, je ne sais pas, Madame la Présidente, où, si vous savez un peu plus où tout ça se situe, ce dossier, mais j'étais déçu de cette présentation pour vous dire franchement. Oui, j'ai pas vu rien dans les communiqués de la Fédération nationale qui suivent le dossier de très proche avec le budget fédéral. Il y a encore des discussions provinciales entre les ententes Ontario-Canada. Le budget qui est en place, c'était environ, moi j'ai dans ma tête 40 millions de dollars, mais je ne peux pas répondre plus en profondeur au moment, mais c'est certainement que la Fédération suit les discussions. Comme vous savez, on a signé une entente avec le ministre Joly aussi, 2029-2020, pour les budgets qui seraient accordés
pour les programmes de français et langue seconde. Donc, il y a eu des rencontres dans chaque province avec Patrimoine canadien et les conseils francophones et Canadian Parents for French. Donc, c'est un dossier que la Fédération suit de très proche. Nous avons une rencontre de la CA de la Fédération nationale demain soir. Je peux faire un suivi avec ta question. Et vous reviens. Merci pour la question. Merci. Est-ce qu'il y avait... Oui, conseillère Dufault-Séguin. Oui, c'est juste un petit commentaire que je vais ajouter depuis longtemps. J'ai reçu de différents parents, élèves, des super commentaires positifs à propos du conseil. Puis je me suis dit, il faut que je vous passe le message parce que les gens qui ne savent pas qu'est-ce que je fais là, au conseil, que je suis au conseil, et puis qui me disent qu'il y a des gros éloges à propos des services qu'ils reçoivent, que leurs enfants reçoivent, comment c'est structuré, comment leur leçon est structurée, comment ils ont un accès à leurs enseignants incroyable. Les gens sont vraiment, vraiment impressionnés. Et puis, c'est les gens qui me parlent, ils ont comparé avec, je ne vais pas comparer, là, mais ils ont comparé quand même avec d'autres régions, avec d'autres conseils scolaires ici dans la ville. Puis, ils sont vraiment, vraiment super contents. Ils n'ont rien à dire. Et puis, tout ça en ne sachant pas qui je suis. Là. Et puis, alors, c'est vrai, ça venait vraiment du cœur. Puis, les gens m'ont dit, on se sent appuyé, on ne se sent pas tout seul. Puis, chapeau aux enseignants parce que nos enfants, il y en a qui sont très jeunes, sont impliqués, ils n'abandonnent pas, ils restent assis pendant super longtemps, on n'en revient pas. Ça fait que ça prend un tour de force pour être capable de motiver les enfants aussi longtemps pendant la journée. Là. Alors, j'ai eu des super bons commentaires, je voulais juste vous le passer. J'en ai eu du secondaire, puis j'en ai eu d'élémentaire. Puis il y en a un, je vais vous le dire, c'est mon gars, là, puis pour sortir des compliments de sa bouche à son âge, là, c'est pratiquement impossible. Donc, qu'il me lance ça comme ça, tout d'un coup, comme ça, sans que je lui demande rien, puis je lui paye rien. C'est comme, il était vraiment impressionné, puis il n'en revenait pas de l'accès qu'il y avait aux enseignants, puis les réponses rapides, et puis la bonne connexion. Excellent. Excellent. Merci du partage. Puis on va inviter les surintendances à partager des bons mots avec leur direction qui pourront les transmettre aux enseignants. Okay. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres partages? Je ne vois pas, donc je passe la parole à Annelle. Merci beaucoup. Donc, ce mois-ci, il y a eu plusieurs activités. Les écoles ont surtout reconnu la journée de la Terre qui a eu lieu le 22 avril. L'école Nouvelle Alliance a créé un partenariat assez intéressant avec les pépinières Garden Gallery où ils vont lever des fonds d'ici le mois d'octobre cette année dans le but de créer un environnement plus écologique. L'école par Philippe Lamarche a également souligné la journée en envoyant un sondage aux membres du personnel et aux élèves pour un peu demander quelles initiatives les élèves prennent pour réduire leur... De plus, Monseigneur de Charbonnel a visé à rendre leurs élèves plus actifs pendant ce beau temps en organisant un Walk, ce qu'ils ont appelé, où le but est pour les élèves de compétitionner à marcher le plus de distance que possible pendant tout le mois-ci. De plus, il y a évidemment aussi eu les élections des élèves conseillers et conseillères. 12 et 13 écoles secondaires ont été représentées. On a eu 6 excellents candidats super bien préparés. Puis, certainement, les noms retenus, c'était Audrey et Sandra. Merci. Merci, Annelle. Est-ce qu'il y avait des questions pour Annelle? Je ne vois pas, donc on continue. 14, avis de motion sans objet. 15, correspondances. Les correspondances se trouvent aux pages 51 à 56. Est-ce qu'il y avait des ajouts, M. Blais? Pas d'ajout, à moins de questions.
Merci. Question. Oui, conseiller Jensen. J'ai beaucoup de petites questions aujourd'hui, mais je voulais simplement attirer l'attention sur la troisième lettre. C'est une deuxième fois que cette lettre m'est parvenue à moi directement de la part du secrétaire, la secrétaire de la députée d'Oakville North Burlington. Et puis, je trouve ça intéressant que les contacts se font maintenant directement avec les conseillers scolaires plutôt qu'avec le département des communications ou même avec mon directeur. André était surpris, il n'était pas au courant du tout. Alors, merci d'avoir pu régler ce problème en mon nom et merci à Melinda d'avoir fait la participation. Donc, c'est de l'argent de plus qui nous vient. Je ne sais pas si ça avait été annoncé précédemment ou pas, mais bon, c'était pour faire des améliorations dans l'école Sainte-Trinité, dans notre cas. Merci. Conseillère Thibodeau. Oui, j'avais justement, lorsque j'ai lu cette correspondance-là par rapport à Halton, j'ai trouvé ça intéressant, pour ne pas dire curieux, parce que je pensais que les conseils scolaires avaient reçu des fonds pour faire les changements nécessaires, tant au niveau de la ventilation qu'au niveau des fontaines où on ne touche pas, pour répondre justement pour éliminer tout risque de transmission. Puis là, on semble dire que Halton a reçu ces argents supplémentaires-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils avaient reçu avant? Je comprends très bien que c'est un hotspot, là, puis je sais que c'est très critique dans cette région, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu un deuxième financement parce que le financement initial n'était pas suffisant étant donné le nombre d'écoles? Ou, en tout cas, je suis curieuse. On parle essentiellement du même financement. De fait, dans ce que Michael avait proposé comme message, là, on parlait de ventilation, etc., etc. Puis on a dit, bien, on a déjà cet argent-là est déjà dépensé, les travaux sont prévus. Il semble y avoir une poussée dans certaines régions où des annonces sont faites, comme celle-ci. Halton est la seule à notre connaissance sur notre territoire, mais comme le conseiller Jensen l'a dit, on l'a appris par la bande. C'est le bureau du MPP qui a communiqué avec lui pour dire, écoute, on va faire une annonce, est-ce que vous voulez participer puis émettre un commentaire? Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, à North Bay, M. Fidel, il faisait une annonce en collaboration avec les conseils scolaires, mais ce n'était pas de la nouvelle argent, c'était juste des annonces de financement qui avaient déjà été accordées. Donc, c'est juste des occasions là, de promotion et de publicité, mais ce n'est pas de la nouvelle argent. Donc, c'est de la tactique politique et c'est tout. Parce Vous que l'avez c'est dit, pas de pas la moi. nouvelle argent. Ben, puis peu importe le parti politique, on sait qu'ils le font tous. Donc, OK, je comprends. Je peux rajouter peut-être dans mon cas, Oui. parce que je connais la députée, alors j'ai rencontré 2-3 fois. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent faire, c'est d'avoir un contact direct avec certains conseillers scolaires qui connaissent un peu plus. Moi, j'ai été surpris aussi parce que je trouvais que s'ils ne font pas dans les autres régions, c'est comme si, comme tu disais, Claire, c'était réservé à ma région, mais ce n'est pas le cas. Et merci. J'ai vu conseiller Blais. Oui, ils font ça parce qu'ils savent, on a la mémoire courte, on oublie les nouvelles d'il y a 2-3 mois, ils ramènent la nouvelle, on pense que c'est une nouvelle. Ces jours-ci, ils ont besoin de publicité parce qu'ils savent qu'ils ne font pas bonne presse. Donc, en ramenant des vieilles nouvelles qui sont positives, on nous donne l'impression qu'ils font des bonnes choses. C'est ça, c'est une tactique politique, c'est très fréquent. Mais c'est qu'ils donnent l'impression que c'est du nouvel argent, plutôt que de dire, bien, c'est en lien avec une annonce qui a déjà été faite. Donc, on n'a pas la mémoire courte. Ils nous donnent, c'est eux qui nous trompent en pensant que c'est du nouvel argent. Donc, en tout cas, on pourra avoir de longues discussions sur celle-là. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Excuse juste une minute, j'ai perdu l'écran.
Conseillère Thibodeau. OK. Excuse. OK. Conseillère Thibodeau. Merci. Moi, c'est en relation à la lettre du 31 mars. Je me demande si il va y avoir plus d'actions que des lettres au ministère vis-à-vis de ce qui parle dans la lettre. Moi, je ne suis pas tellement connaissante de qu'est-ce qu'est le CAVFLFO, là. Le consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus, nous expliquer qu'est-ce que c'est? Parce qu'il me semble qu'on est remplacé forcément, là, notre consortium qu'on adopte et qu'on suit. Forcément, le ministère de l'Éducation vont nous faire aller avec une autre entité. Comme la lettre dit, ça semble être à l'encontre de l'éducation par et pour les francophones. Et puis, je me demande, étant donné que c'est un droit qui nous est accordé dans la Charte, est-ce qu'on contemple d'autres actions plus poussées que de juste écrire une seconde lettre? Malheureusement, j'ai d'autres actions. Comme on a déjà parlé en huis clos, on a un non-disclosure agreement et nous sommes en public. Donc, je ne peux pas partager plus qu'on a déjà mentionné en huis clos. Et M. Blais, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Mais la question, le début de la question portait sur le CAVFLFO. Le CAVFLFO, c'est le consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario qui est géré par le CECCE à Ottawa. Mais qui dessert l'ensemble des conseils de langue française en province. C'est quelque chose qui existe depuis, je vais dire, 10 ans, peut-être 12 ans. Puis c'était une façon pour les conseils d'offrir une plus grande variété de cours aux élèves francophones de la province. Parce que, comme vous savez, puisque nos écoles sont généralement plus petites que celles de nos homologues anglophones, des fois, un des reproches qu'on nous faisait, c'est qu'on n'avait pas l'inventaire de cours que nos homologues anglophones avaient. Et donc, pour bonifier l'inventaire de cours, on a vu la mise sur pied du CAVFLFO qui est essentiellement des enseignants de pas mal partout en province, à qui sont attitrés des élèves de toutes les écoles de la province, dépendamment du domaine d'études ou d'apprentissage. Mais c'est ça, c'est une façon de regrouper dans un groupe de 18, 20, 25 élèves, des élèves d'un petit peu partout en province en fonction de leur sélection de cours. Et puis, juste un suivi, est-ce que le groupe média TFO, savez-vous s'ils font de telles choses ou c'est plutôt comme que ça vient du top et puis c'est dicté aux élèves ou est-ce qu'on sait comment ils opèrent, eux autres? Présentement, présentement, TFO n'offre n'a pas la possibilité d'offrir des crédits aux élèves, n'offre pas de cours en synchrone ou en asynchrone. TFO, par contre, gère ce qu'appelle le Centre d'études indépendantes. Et le CEI, lui, permet aux élèves de essentiellement commander des cours, travailler de façon autonome et de retourner les différents modules, à moins que ça ait changé là, dans les dernières années, mais retourne les modules, les travaux qui ont été faits de façon autonome à un enseignant qui en fait la correction et ensuite retourne à l'élève le prochain module avec une rétroaction. Donc, il n'y a pas de contact là, direct avec l'enseignant. Ce n'est pas du tout comme le CAVFLFO, mais ce n'est pas non plus ce que le ministère de l'Éducation envisage comme prochaine étape avec TFO. C'est vraiment, je pense, l'intention de permettre à TFO d'offrir des cours crédités en ligne. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les correspondances? Je ne vois pas, donc on continue. 16, motion de recevoir. Je demande à Annelle.
proposer et lire la motion? C'est en sourdine, Annette. Non, sourdine encore. Toujours en sourdine. Désolée encore une fois. OK. So, que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Le tableau des affaires découlant, le rapport verbal activité de la FOCAC, le rapport CD1, Comité d'admission aux écoles de langue française, compte rendu mensuel des membres du Conseil et les correspondances. Appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur? Pas d'ajout, à moins de questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point? En faveur, en faveur. Monsieur Blais? Merci. Contre? Adopté. 17. Questions diverses. 17.1. COVID-19 mise à jour. Monsieur Blais. Merci. Je vais céder la parole à Michael. Bonsoir. Et moi, je vais céder la parole dans un instant à quelqu'un d'autre aussi qui a beaucoup travaillé dans ce dossier. Mais pour commencer, je vais dire, il y a quoi? On s'est parlé le 31 mars et puis quelques jours après, on a vu que c'était la fermeture de certaines écoles. C'était le congé et encore les écoles à ce moment-là ont toutes été fermées. Dans l'espace entre le 31 mars et la fermeture des écoles, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de maladies qu'il y a eu dans les écoles. Ça a été très, très, très occupé, qui explique les positions des bureaux de santé publique de forcer la fermeture d'écoles dans certaines régions et qui a amené le gouvernement à prendre position au début du congé de la relâche pour justement dire ce qu'il vaut fermer toutes les écoles dans leur ensemble. Je vais dire qu'il y a eu, comme on l'a eu dans le temps des fêtes, la première vague qui a été de suivre depuis la fermeture les cas de maladie et de communiquer avec les familles des élèves et des classes qui devraient être en isolement, même si elles sont à la maison. Mais ça, c'est terminé. Les élèves sont à la maison. Il y a encore des cas de maladie, mais on ne s'attend pas à ce que les conseils fassent des suivis de communication au sein des classes parce qu'il n'y a pas eu la période de contact est maintenant dépassée au niveau du temps. Je vais vous dire qu'il y a encore des cas de maladie dans nos écoles et ça se passe dans nos garderies. Ce sont les prochaines à passer à travers ce cycle. Les petits-enfants, les membres du personnel sont malades et les bureaux de santé publique font enquête et on a plusieurs garderies qui ont dû fermer leurs opérations parce qu'il y a eu des éclosions. Le dépistage asymptomatique se poursuit de plusieurs manières. Dans la région de Toronto, le consortium qui réunit les 4 conseils de Toronto, francophones, anglophones, ainsi que Life Labs, fait la planification d'offres de dépistage asymptomatique dans des lieux sur une base hebdomadaire. Et de l'autre côté, nous avons convenu, Mon Avenir et Viamonde, de travailler ensemble pour établir le calendrier de l'offre dans toutes les régions où nous avons des écoles, selon un calendrier qui a été établi avec Life Labs, de façon à être présent dans ces régions-là. À base de rotation. Alors, dans certains cas, ça va être dans un site de Mon Avenir qui sera en premier et peut-être quelques semaines plus tard, ce serait un site de Viamonde et vice-versa.
Je vais vous dire que en ce moment, ce ne sont pas des foules qui se présentent dans les sites de dépistage asymptomatique qui sont offerts dans les écoles. Les gens n'y vont pas. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, la semaine passée, on a fait l'offre d'un accueil à Sainte-Trinité. Il y a 34 individus qui se sont rendus pour un test de dépistage. Comparativement, dans un site de Toronto, dans une grande école du Toronto District School Board, il y aurait eu 30 personnes qui se sont rendues. Alors, vous voyez, les gens ne vont pas pour du dépistage asymptomatique, c'est plutôt les cas de maladie, ou bien, et c'est vers ça que je vais, c'est vraiment la vague et le travail au niveau de la vaccination. Et c'est ce qui a vraiment occupé notre conseil et qui a été pris en main en tant que suivi par le service des ressources humaines. Et je vais maintenant passer la parole à Vincent qui va vous expliquer ce qui a été fait dans les dernières semaines à cet égard. Merci, Michaël. Donc, je vais faire un résumé relativement quand même assez bref du travail qui a été effectué pour assurer le relais pour la vaccination des employés, toujours en lien avec les 13 bureaux de santé qui couvrent notre territoire. Alors, ça a démarré un petit peu le week-end du départ du congé d'avril, où, comme vous avez pu assister publiquement, tout soudainement, le gouvernement a l'air d'avoir reçu des vaccins qu'il a mis à disposition de certaines régions de l'Ontario. Et là, nous avons commencé à recevoir des instructions de différents bureaux de santé. Il a fallu, dans un premier temps, fournir, et on était en train de se préparer pour répondre à ce genre de demande. On avait un petit peu devancé l'appel, entre guillemets. Il a fallu d'abord trouver un moyen pour envoyer une lettre à tous les employés, ou presque, leur spécifiant leur titre d'emploi et leur lieu de travail, ce qui a été un petit peu compliqué parce que nos systèmes ne sont pas apparentés pour faire des lettres individualisées. Et ensuite, il a fallu trouver un moyen technique, et là, à ce moment-là, c'est les services informatiques qui ont été mis à contribution pour trouver un moyen, une fois que les données ont été extirpées de nos systèmes, qu'on a pu mettre une lettre type pour pouvoir les envoyer aux employés à leur adresse professionnelle. Et là, ça s'est enchaîné rapidement. D'heure en heure, les bureaux de santé intervenaient. On avait identifié une personne, il y a une personne de contact dans mon service, Ali Ochotoya, qui d'habitude gère les cas de santé et sécurité au travail. On a travaillé pour répondre aux besoins des différents bureaux de santé qui, encore une fois, sont arrivés avec des demandes qui n'étaient pas standardisées et qui dépendaient surtout du nombre de vaccins qui étaient mis à leur disposition. Alors, les situations pouvaient évoluer de jour en jour, ou des fois, c'était même d'heure en heure. Je peux vous donner un exemple. Certains bureaux de santé nous demandaient des informations telles que des données confidentielles sur nos employés. Certains bureaux de santé offraient la vaccination juste au personnel qui donnent des services aux élèves en grand besoin. Quelques heures plus tard, ou le lendemain, ils devaient recevoir certainement plus de vaccins. Donc là, ils nous recontactaient pour avoir de l'information parce que là, ils ouvraient la vaccination à plus de monde dans l'école, et ainsi de suite. On s'est même retrouvé dans des situations où les bureaux de santé, notamment PIL, nous demandaient de faire des annonces pour 2 heures seulement pour que les gens puissent s'inscrire de 11h à 13h, telle journée. Alors, on était tout le temps, ça a été un travail assez fastidieux de pouvoir réagir et de pouvoir suivre un petit peu toutes les demandes de ces bureaux de santé. Je dirais que depuis quelques jours, ça s'est calmé. On a encore quelques bureaux de santé qui nous demandent ou qui rendent la vaccination possible à certains groupes d'employés. Et je dirais que, pour finir, je voudrais vous rappeler que la vaccination qui est offerte aux employés est sur une base volontaire seulement. Ça veut dire que l'employé a le choix personnel d'accepter de se faire vacciner ou pas. Alors, nous en sommes rendus là. Nous continuons d'être en contact avec les bureaux de santé et la plupart des bureaux de santé actuellement rendent
mettent à disposition des employés la vaccination pour les employés qui sont plus au service des élèves en grand besoin. Aujourd'hui, autre nouvelle qui m'a été transmise par 2 personnes du Conseil, nous allons faire dès demain matin des suivis pour les employés de nos garderies, puisque le ministère nous a envoyé des consignes pour qu'on transfère de l'information aux employés de nos garderies pour qu'ils puissent s'inscrire pour avoir un rendez-vous pour la vaccination. Alors, il y a encore une fois tout un tas de procédures à suivre. Dans certains cas, on devait transmettre des mots de passe, des numéros de téléphone d'appel. Dans d'autres cas, il fallait aller sur les sites web des bureaux de santé. Toute une belle mécanique différente. Mais je dirais que ça avance et vu le taux de réponse ou le taux de courriel qu'on reçoit de nos employés pour adresser certaines problématiques ou petites problématiques ou certaines questions, je pense que les gens sont motivés, quand même, ont l'air d'être motivés à aller se faire vacciner. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Vincent. Je tenais juste à remercier l'équipe qui est très rapide, efficace, polyvalente. Vous vous souviendrez que toutes ces demandes-là ont débuté juste avant la relâche, comme de fait. Et chapeau à l'équipe à Annick qui a pu identifier assez rapidement tous les gens par école, par région qui travaillent avec les élèves à très grand besoin. L'équipe RH, SARI, comme Vincent dit, ont dû, pendant toute la semaine de relâche, transiger avec les attentes des différents bureaux de santé qui changeaient régulièrement. Et l'équipe des communications également, qui était toujours au poste pour produire les lettres et transmettre l'information. Donc, ça a été un excellent travail. Il y avait des questions, Mme la Présidente. Oui, excellent travail, merci. Puis je comprends, dans notre petite communauté francophone, si une enseignante vit dans une autre région, la confusion, c'était très, très difficile. Encore là, ça dépend du bureau de santé. Et il y avait ça aussi. Mais merci beaucoup encore une fois pour votre engagement. Donc, j'ai vu une question conseillère Thibideau. Oui, ma question, puis venant d'une personne qui à un moment donné était très syndiquée, ça pourrait vous paraître étrange, mais ma question, c'est si un membre du personnel refuse de prendre le vaccin, est-ce qu'on est tenu de payer son congé de maladie si il ou elle attrape le COVID? Et ou être obligé de l'accommoder si on n'a pas de poste pour elle en virtuel. On attend encore des consignes du ministère de l'Éducation. À ce niveau, on pose les questions dans plusieurs forums. Peut-être que Vincent a un complément. Oui, c'est une question très importante que vous posez, Madame la conseillère. Question que j'ai déjà soulevée à d'autres instances déjà depuis 2 ou 3 mois. Et dès qu'on a eu la certitude que le ministère n'imposait pas la vaccination aux personnes, aux employés, et donc la laisser sur une base volontaire, alors ça soulève ce genre de questions pour la prochaine rentrée scolaire, plus qu'actuellement. Et actuellement, d'abord, je pourrais vous parler de différents scénarios. Nous sommes en train de faire valider légalement ce genre de questions pour être prêt pour adresser les cas au niveau de la prochaine rentrée scolaire. Merci. Et j'ai vu conseillère Thibodeau. Oui, merci. Oui, c'est certain qu'il peut y avoir toutes sortes d'issues à point de vue légal. Là. C'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe. Je me demande, étant donné les consignes de la confidentialité, la vie privée, est-ce qu'on a le droit de demander aux enseignants, au personnel qui a été vacciné? Et puis, ce qui s'ensuit, c'est que est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on va avoir une idée du buy-in de notre personnel pour le vaccin? Parce qu'il y a des résistances dans certaines populations. Je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir savoir si notre personnel est vacciné. Puis, dans l'ensemble, est-ce qu'on va faire le 75% pour le herd immunity? Toutes ces questions-là. Est-ce qu'on va avoir un moyen de pouvoir... Qu'est-ce qui se passe?
ça fait partie justement de tout le lot de questions qu'on a soulevées à un niveau provincial, entre conseils qu'on a adressés, pour lesquels on attend des solutions, des réponses légales. Parce que finalement, toutes les questions sont du style, bon, est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir accès à cette information-là? Mais ce n'est pas tellement avoir le droit de leur poser la question, c'est plus si, est-ce que ces gens-là, s'ils tombent malades pour cette maladie-là, vont-ils pouvoir utiliser leur plan maladie, d'assurance salaire, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Le devoir d'accommodement de l'employeur par rapport à quelqu'un qui va nous dire « je refuse la vaccination, mais je vous fournis un médical que je suis à risque ou je ne veux pas travailler en présentiel, vous devez m'accommoder en virtuel, etc. etc. » Donc, on a logé toute une série de questions pour lesquelles on attend des réponses pour se préparer à gérer ces situations-là dans le cadre de la rentrée scolaire. Parce que c'est surtout là où ça va se passer, là où ça va se décider. Oui, merci. Et ça me fera plaisir peut-être de vous en reparler à un moment donné. Oui. Conseiller Janssen. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout simplement vous rappeler que la vaccination ne veut pas dire que vous êtes complètement protégé d'être affecté par le virus. C'est comme dans toutes les vaccinations. Et surtout dans le cas où vous n'avez reçu qu'un seul vaccin, j'ai parlé à mon médecin hier, il y a encore 20% de chance, ou peut-être même plus, que vous risquez d'être infecté, mais ce sera peut-être une maladie beaucoup moins sévère, ce qui veut dire que même s'il y a des profs, par exemple, qui vont dire « mais j'ai été vacciné, mais je suis tombé malade », dans ce cas-là, vous allez devoir leur donner leur congé de maladie, je suis sûr. Mais l'autre point de vue, c'est que le Canada est le seul pays au monde, si je comprends bien, qui met un intervalle de jusqu'à 4 mois entre les deux doses. Et aujourd'hui, il y avait un très gros article dans le journal qui demande à tous les niveaux de gouvernement de réduire ça pour toutes les personnes qui sont à grand risque, toutes les personnes cancérigènes, toutes les personnes qui ont des maladies inflammatoires, etc. Moi, je suis dans ce cas-là et j'aimerais bien recevoir ma deuxième dose. C'est peut-être être un petit peu, comment on dit, self-centered en anglais, mais c'est le cas, c'est vrai. Il ne faut pas croire qu'on est protégé 100%. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres discussions sur COVID? Oui, M. Blais, conseiller Blais. Oui, moi, ce qui m'entoure alentour de moi, à cause qu'on a une femme dans la famille, j'ai beaucoup de monde qui m'entoure qui ne se font pas vacciner. Puis, il faut prendre la décision de vivre en communauté avec eux autres. Ils vont avoir des accommodements, on va peut-être perdre des amis, on va peut-être refuser d'aller voir du monde, on va refuser d'accepter du monde qui ne sont pas vaccinés dans notre famille pour les protéger. Mais ce débat-là, quand septembre va arriver et durant l'été, ça va occuper 100% de l'administration parce qu'il va y avoir des débats éthiques. Il y a des parents qui vont refuser d'envoyer leurs enfants parce qu'il y a des enseignants qui ne seront pas vaccinés. Puis il y a des enseignants qui vont refuser d'aller travailler parce qu'il y en a qui ne sont pas vaccinés. Il va y avoir beaucoup de confusion. Puis ce qui s'en vient en septembre, puis dans les mois prochains, ça va être une job à temps plein pour notre administration. Ça va être très dur pour eux autres. Il va y avoir beaucoup de conflits. Et eux autres, ils vont se préparer pour, mais il va falloir être prêts à faire face à cette double société de vaccinés et de non-vaccinés. Parce que moi, je l'entends autour de moi. Il y en a du monde très éduqué, puis il y en a une qui travaille pour le ministère de la Santé. Elle va refuser de se faire vacciner et elle va faire face à son employeur. Et elle et son mari, ils sont contre le vaccin, même s'ils travaillent pour le ministère de la Santé. On va faire face à ça. Il va y avoir des communautés. Il y a même
une école privée en Floride qui ont menacé leurs employés s'ils se font vacciner parce que leur commanditaire de l'école, c'est un groupe contre la vaccination, c'est un groupe très religieux et ils ont menacé leurs employés. S'ils se font vacciner, ils peuvent avoir des répercussions face à leurs employeurs. Ça va aussi loin que ça. Je sais que c'est en Floride, c'était une communauté de très, très à droite, mais on va avoir les mêmes problèmes ici qui vont se remonter. Il faut se préparer à ça. Oui. Donc, les discussions que le cadre supérieur sont en train d'avoir avec le maire. Donc, on va continuer avec d'autres questions. Monsieur Blett avait... Merci. Au 17.2 qui n'est pas à votre ordre du jour, c'est juste un suivi à la rencontre du comité de travail. Vous vous souviendrez que Madame la présidente, Madame la vice-présidente avait distribué, suite à une intervention de Madame Petitpas, un sondage sur l'implication, la participation et le degré de satisfaction sur le fonctionnement des réunions. Donc, les résultats, Chantal a pu les compiler. Reste à savoir comment vous les traitez de cela. Ce qui est proposé, c'est qu'on se donne le temps d'avoir des discussions, juste les conseillers scolaires. On propose de demander à Pierre Bourbeau d'animer la session, juste pour assurer que quelqu'un d'objectif puisse animer les discussions. On avait parlé de la possibilité de 45 minutes. On soupçonne drôlement que ça va déborder. Donc, il faudrait se donner 1h30 ou 2 heures certains en présence de Pierre. Donc, on voulait savoir, est-ce que vous voulez faire ça à la fin d'un comité de travail? Vous voulez faire ça lors d'une réunion extra ou lors d'une session d'échange et de partage un beau samedi matin? Donc, je vous relance les conseillers scolaires pour qu'on puisse planifier. Merci. Madame la présidente, ajoute? Oui. Non, c'est bien expliqué. Je passe la parole à la conseillère Grenier. On a une discussion aujourd'hui à propos de ça aussi. Conseillère Grenier. Merci, mais André a bien résumé là, ce que toi et moi on avait parlé. Mais moi, c'est sûr que ma suggestion, c'était de ne pas le faire dans un comité de travail parce qu'après 1h30 de comité de travail, si on rajoute une autre heure et demie de discussion, je pense qu'on va être épuisé. Donc, moi, ma suggestion, c'était de le faire dans une réunion extra ou un samedi matin, là, de prendre une couple d'heures. Oui, excellent, merci, parce qu'on veut vraiment avoir une bonne discussion. Comme on l'a eu avec Pierre Bourbeau dans notre séance de formation il y a 1h30, un an et demi. Donc, cette proposition d'envoyer, Chantal pourrait envoyer un sondage avec des dates, des possibilités de choix et dans son SurveyMonkey. Elle peut envoyer ça ici vendredi à vous tous, c'est tout. Puis on pourra avoir un update au comité de travail aussi. Voilà. Est-ce que ça vous vient? Ça vous convient? Monsieur Blett? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va entamer bientôt? Oui. C'est quelque chose qu'on va remettre en septembre. C'est quelque chose qu'on veut faire très vite? Oui. Bien, on a l'AGA le 15 mai déjà. Donc, c'est ça. Il faut qu'on trouve des dates. Si la possibilité, c'est un samedi ou une autre soirée pendant la semaine. Donc, je comprends qu'on prépare un sondage avec quelques soirées et quelques samedis, puis vous allez aller avec la majorité, c'est ça? Oui. Okay. C'est important d'avoir au moins 100%. Je sais que c'est toujours un défi quand nous avons des séances de formation. On semble avoir juste 80%, mais si j'ai bien compris, nous avons eu 11,5% des personnes qui ont répondu. Il y a juste une personne qui a répondu, mais le document est vide. Donc, on va faire un suivi avec elle. J'ai vu, est-ce qu'il y avait une question? Oui, conseiller Johnson. Merci, Madame la Présidente. Je m'excuse, mes chers collègues, de vous avoir achalé avec toutes mes questions. Mais j'ai une question plutôt adressée au directeur de l'éducation. On ne parle plus du tout, au moins depuis l'année passée, des tests de l'ocre. Est-ce que je peux vous demander où c'en est
et si ça a été complètement annulé ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Vous vous souviendrez l'année passée que les tests avaient été annulés parce que les élèves n'étaient pas à l'école. Cette année, l'OQRE s'est prononcé assez tôt pour dire que les tests en 3e et 6e année seraient annulés. Le TPCL, je pense qu'on vous avait dit l'année passée qu'il y avait un virage vers un test qui serait électronique, fait en ligne. Cette année, il y a eu des défis techniques là, et des défis de logistique. Par contre, puis les surintendances, vous me corrigez si j'ai tort, nous avons recommandé aux écoles de rendre les tests disponibles pour les élèves qui voulaient participer. C'est une mise à l'essai de ce nouvel outil. Si les élèves réussissent, ça compte envers l'obtention du DESO. S'ils échouent, ce n'est pas grave. Ils ont la chance encore l'année prochaine, une fois que le test sera mieux rodé. Et au niveau du TPM, Annick et Gina, aidez-moi, j'ai un blanc de mémoire. C'était aussi une mise à l'essai optionnelle. Donc, les écoles pouvaient décider de le faire ou ne pas le faire. Donc, bref, M. Jensen, il n'y a pas eu de session formelle de l'OQRE pendant cette année scolaire. Merci. Je m'étais posé la question si jamais ça avait été complètement éliminé, si le ministère pouvait donner au conseil l'indépendance de le faire nous autres, à nos écoles seulement. De fait, s'ils nous avaient donné le choix ou l'option de le faire, de gérer nous-mêmes, je pense qu'on aurait dit on a assez de distractions sur notre assiette présentement que ce n'est pas le temps de faire le testing, peu importe la matière. Et c'est ce qui avait été demandé tant au niveau du CODELV qu'au niveau de Code, de ne pas aller de l'avant avec ces nouveaux outils qui n'avaient pas été validés avant. On avait déjà des défis au niveau de l'accès à la technologie dans certaines régions. Donc, on avait supplié de tout remettre à l'année prochaine, mais le ministère de l'Éducation a décidé d'aller de l'avant avec ces mises à l'essai-là pour le palier secondaire. Merci beaucoup. Je pense que la présidente a dit conseillère Thibideau, sauf qu'elle était en sourdine. Ah, OK. Oui. Je sais que j'ai aussi beaucoup parlé ce soir, mais c'est en lien avec l'appui que vous avez démontré dans une correspondance envers l'Université Laurentienne, ce qui est bien, mais je pense que ce bateau-là est parti, puis il est en train de... Parce que je ne veux même plus l'appeler Université Laurentienne. Pour moi, c'est Laurentian University. Ils ont démontré leur manque d'appui envers la francophonie. Et ce que je vois beaucoup, c'est l'Université de Sudbury qui démontre un grand intérêt. Ils ont même un comité de mise en œuvre et d'études en place avec Pierre Riopel, qui, selon moi, est un très bon représentant de la francophonie du nord de l'Ontario. Et j'ai vu sur Facebook il y avait une lettre du Conseil public du Grand Nord avec Marc Gauthier qui avait démontré son appui envers l'Université de Sudbury. Je pense qu'il est tard, qu'il n'est pas le temps ce soir de discuter de ça, mais je me demandais s'il était possible d'apporter ça à la prochaine réunion de travail pour voir si Mon Avenir aimerait envoyer une telle lettre pour l'appui à l'Université de Sudbury. Reconnaissant qu'on a toujours notre appui à l'Université de l'Ontario français, mais une université francophone, mais pas, 2 universités ne sont pas de trop en Ontario pour répondre aux besoins des 2 populations. Donc, je me demandais s'il était possible de l'ajouter à l'ordre du jour. Merci. Tu ouvres la porte pour mon 3e point dans les questions diverses. Oui. On allait justement vous proposer. On en a parlé longuement au CODELV aujourd'hui. CODELV va rédiger une lettre au ministère des Collèges et Universités et à l'Université Laurentienne et à Mme Mulroney, ainsi que la vérificatrice générale de l'Ontario. Et ensuite, on a parlé justement avec Marc Gauthier du CSPGNO et Marc nous a
partager la motion qui avait été passée par son conseil, je pense hier soir ou le soir avant, et qui demandait l'appui des conseils. Et justement, vous suivez un bon point, conseiller Thibodeau, ce n'est pas une question d'appuyer le sud versus le nord. Ce qu'on cherche à appuyer, c'est une éducation postsecondaire en français en Ontario, point à la ligne. Donc, on est assez chanceux, nous, d'avoir l'UOF qui sera mis sur pied. Laurentian, comme tu dis, les gens en province aimeraient que tout ce qui est programmation de langue française soit transmise à l'Université de Sudbury. Et il ne faut pas oublier non plus, on a peut-être vu dans des coupures de presse que l'Université de Hearst allait également avoir sa propre constitution. Donc, il y aurait 3 universités de langue française. Donc, on allait vous proposer justement une motion ce soir, s'il y avait un appétit pour aller là, pour appuyer la coalition nord-ontarienne pour l'université francophone. Donc, on va vous écouter. S'il y a un appétit autour de la table, je peux vous proposer la motion et on pourra aller de l'avant à partir de là. Moi, j'ai un ajout justement au niveau de ce sujet-là parce que j'avais aussi envoyé des courriels. Là. Donc, Dr. Stéphanie Chouinard, qui est la sommité là, au niveau de l'éducation francophone là, au niveau canadien. Là, si vous avez suivi les journaux, toutes les nouvelles, c'est elle qui est vraiment la porte-parole. Elle est intéressée parce que je lui ai parlé, je lui ai demandé si elle serait disponible pour venir nous parler. Donc, on n'a pas besoin de prendre la décision maintenant, mais si on est intéressé, elle serait disponible au prochain comité de travail pour venir nous parler de sa vision et répondre à des questions. Donc, ça, ce serait peut-être quelque chose qui serait intéressant parce que vraiment, ça peut aussi alimenter comment on veut soutenir la francophonie canadienne puis ontarienne, mais on a des amis communs et je lui ai communiqué puis elle m'a dit qu'elle serait intéressée. Merci. J'ai vu Conseil Jensen. Oui, j'allais simplement rajouter que dans le cadre de mes fonctions à la FO a une réunion de son CA la semaine prochaine. Je suis sûr que le sujet sera à l'ordre du jour. Je crois qu'ils sont à préparer une campagne de lettres pour envoyer à tous leurs membres. Et puis, peut-être que si nous autres, on voulait faire quelque chose, on pourrait peut-être attendre parce qu'ils ont un mandat officiel maintenant à la FO de faire avancer le dossier de l'Université de Sudbury pour essayer de rapatrier tous les programmes perdus et la réembauche des profs de la Laurentienne. Alors, je ne sais pas si ça vaut peut-être la peine d'attendre une semaine jusqu'au comité de travail pour voir un peu plus clair. C'est une suggestion, c'est tout. Est-ce que je retourne à M. Blair? Si j'ai bien compris, il y a une demande par le Conseil du Nord d'essayer d'avancer des lettres de tous les conseils scolaires francophones? De fait, M. Riopel, je pense, a lancé le défi à l'ensemble des conseils, étant donné qu'il avait le CSPGNO qui avait parti le bal. M. Riopel, justement, demandait là, aux autres conseils d'appuyer la cause. Puis je pense que il ne faut pas que ce soit la FO ou les conseils, ça peut être les deux en même temps, puis l'union fait la force. Mm-hmm. Ça, si je regarde des têtes, est-ce qu'il y a un appétit d'envoyer quelque chose à prouver que le conseil, M. Blais? On avait dit... Peut-être Chantal a offert d'afficher dans le chat là, la motion, merci. mais donc vous pourrez la lire en même temps, mais ce que j'allais proposer, c'est que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir appuie la coalition nord-ontarienne pour la création d'une université francophone et appuie le transfert des programmes en français à l'Université de Sudbury en vue de développer l'éducation universitaire par, pour et avec les francophones dans le nord de l'Ontario. Proposé par Claire. Appuie ça, oui. Okay. Eh bien, proposé par Claire Thibodeau puis appuyé par Dominique Jensen. Discussion? Tous en faveur d'envoyer la lettre. Contre? Milieu? Marc, j'ai vu la moitié. Question. C'est parce que j'avais une question, mais j'ai été trop tard. Vous avez déjà commencé le vote. C'est pas applicable non plus. Là.
C'est fini. C'est certain qu'on a besoin de continuer la discussion, puis j'aime l'offre de Stéphanie Schnauf. Elle est toujours une personne vibrante. Continuer à avoir la discussion. Dans mes motion pour le vote, là, je vais être OK, merci. Madame la Présidente. Oui. L'élève conseillère voulait dire quelque chose. Oui, je l'ai juste vu. Oui, Annelle. Puis-je avoir un vote consigné pour aussi, s'il vous plaît? Absolument. Merci. Noté, Chantal, merci. Merci, Annelle. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions diverses? On a beaucoup de lettres à envoyer, tricotées. Merci. Merci à tous et à toutes. Donc, je ne vois pas d'autres questions. 18, levée de la réunion ordinaire du Conseil à 21h11. Merci à tous et toutes. Je t'aime pour Chantal à fermer l'enregistrement.